Elisabeth Borne, on la suit sur le terrain au soutien des associations qui militent pour inscrire l'IVG comme un droit fondamental dans notre Constitution. Cécile Sixou. Jugée trop technocrate, pas assez politique, la Première ministre semble avoir entendu les critiques à son encontre. Désormais, elle occupe le terrain et multiplie les interventions sur les sujets qui préoccupent les Français, comme la constitutionnalisation de l'IVG. Bonjour. La chef du gouvernement a rencontré ce matin les associations au planning familial et défendu ce droit fondamental. C'est vraiment un combat qu'il va falloir continuer de mener, et quand on voit la fragilité des reculs auxquels on peut assister aujourd'hui, y compris en Europe, avec l'extrême droite qui remet en cause ce droit à l'avortement, on voit l'importance d'inscrire ce droit comme un droit fondamental. Autre front, le climat. Cet après-midi, elle a reçu à Matignon le Haut Conseil pour le climat qui lui a remis son rapport. Enfin, Elisabeth Borne tente de rassurer sur le terrain politique. Sans majorité absolue, mais confortée comme Première ministre, elle est sous pression pour former un gouvernement d'action par le président de la République et mène depuis 2 jours des consultations avec les chefs de partis politiques. Mais des accords semblent pour le moment peu probables. Il n'a jamais été question pour nous de rentrer au gouvernement. Nous portons des propositions. Nous avons ce que j'appelle une culture politique qui consiste à travailler sur les textes qui nous sont soumis, à voter ce qui peut aller dans le bon sens s'il y a des points qui vont dans le bon sens, à s'opposer fermement à ce qui est régressif ou ce qui est insuffisant. C'est notre culture politique et on ne va pas le changer aujourd'hui. Elisabeth Borne doit donner sa feuille de route pour former un gouvernement les premiers jours de juillet. La question du vote de confiance pour Elisabeth Borne, les mesures sur le pouvoir d'achat, mais aussi la stratégie du Rassemblement national. Voilà, beaucoup de thèmes à aborder tout de suite pour notre premier débat politique avec Joséphine Staron. Bonjour, bienvenue, vous êtes directrice des études et des relations internationales du Cercle de réflexion Sinopia. Laure Salvin, bonjour, bienvenue, bonjour. Vous êtes directrice générale de Kantar Public. J'accueille également Frédéric Potier, bonjour et bienvenue, bonjour. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et je cite toujours votre thriller politique, il va falloir que je le lise avant la fin de la saison quand même. La menace 732, c'est aux éditions de l'Aube. Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bienvenue à vous aussi, Mathieu. Peut-être une question générale, Joséphine Staron. Comment vous jugez l'action d'Elisabeth Borne? Alors pas depuis sa nomination, mais depuis le 19 juin, c'est-à-dire depuis ce soir de séisme politique. C'est pas évident pour elle. On est dans un entre-deux aujourd'hui, et j'imagine que pour la Première ministre, c'est pas évident de jongler entre les incertitudes qui sont celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, puisqu'il doit faire face à un Parlement divisé, en tout cas pas en sa faveur autant qu'il l'aurait souhaité, et de l'autre côté des oppositions qui jouent le jeu qu'elles doivent jouer, le rôle qu'elles doivent incarner, c'est-à-dire d'essayer de mettre en avant leurs sujets, leurs problématiques, tout en ayant leurs petites querelles internes. On l'a vu au tout début avec la NUPES. Et on dit elle est sur tous les fronts, pardon de vous interrompre. Moi, le sentiment qu'elle me donne, c'est qu'elle occupe de plus en plus quand même un terrain médiatique et politique. Et ça, c'est ce sur quoi on l'attendait. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en lui demandant de recevoir les présidents de groupe toute cette semaine et de former un nouveau gouvernement d'ici juillet, il lui donne cette stature, ce rôle politique qu'elle est censée avoir de toute manière en tant que Première ministre. Donc finalement, on l'attendait là. Pour l'instant, elle ne déçoit pas, mais tout va se décanter dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ce qui est certain, c'est que cet entre-deux, ce statu quo ne peut pas durer. Elle le sait, Emmanuel Macron le sait. Et maintenant, on attend l'éventuel remaniement, voire un tout nouveau gouvernement. Oui, Laure Salvin, la Première ministre, on l'a déjà dit et vu dans cette émission, elle est à un faible niveau de confiance dans l'opinion. Est-ce que vous diriez que les Français y sont hostiles ou plutôt attentistes, en fait ? Je pense qu'ils sont plutôt attentistes, effectivement. Ouais. Elle n'a pas trop imprimé sa marque, Elisabeth Borne, dans le premier quinquennat Macron. Quand on interroge les Français, peu se souviennent des mesures qu'elle aurait portées, etc. Ce qui reste en termes d'image, c'est son image de sérieux, de professionnelle et de travailleuse. Et là, je crois d'ailleurs qu'elle illustre bien, effectivement, cette image qu'a l'opinion d'elle. Mais en effet, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas eu de surprise
quand on a annoncé la nomination d'Elisabeth Borne. Pas d'engouement, pas de surprise, mais pas de rejet non plus. Quand on regarde aussi son image selon les sympathies partisanes, il n'y a pas de crispation d'un côté comme de l'autre. Elle est perçue comme une femme plutôt du centre. Voilà, elle n'est pas politiquement marquée. On va le voir d'ailleurs dans les prochains jours, puisque nous avons des baromètres politiques qui vont sortir. Voilà, je pense qu'il y aura pas de grande surprise, il n'y aura pas d'effondrement de son image. Pour le moment, elle est plutôt stable et effectivement, les Français attendent de voir ce que ça va donner. Frédéric Pottier, on a vu là ces 2 derniers jours Elisabeth Borne recevoir le soutien de ses ministres. Il y a Gérald Darmanin qui disait elle est courageuse hier. Aujourd'hui, c'est Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Elle n'est pas isolée. Alors, j'entends ça, et puis en creux, je me dis c'est un signe de faiblesse. Est-ce que vous le lisez comme ça, vous aussi ? D'abord, il y a une espèce de temps mort qui est là, puisqu'on attend un remaniement, on attend un nouveau gouvernement, et il faut quand même bien occuper le terrain. Donc le titre de votre sujet était parfaitement bien choisi. Et la ministre, c'est aussi la chef de la majorité, donc elle ne peut pas non plus ne pas faire de politique. Et effectivement, que des poids lourds du gouvernement rappellent leur soutien, c'est important, à un moment aussi où il y a des tractations importantes, et on va en parler, à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est-à-dire que c'est le signe qu'elle est attaquée, en fait. On peut aussi le lire comme ça, tout simplement. C'est le signe qu'elle est attaquée, ou en tout cas qu'il y a des interrogations sur sa capacité à agir. Ouais. Mathieu Croissando, comment vous lisez les premiers pas d'Elisabeth Borne ? Est-ce qu'on n'a pas été un peu dur dans les tout premiers jours ? Ou est-ce que finalement, elle n'a pas été placée devant une espèce de, ce que vous disiez, d'impossibilité par les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, cette nomination tardive, cette absence en campagne, elle n'a pas forcément été aidée d'une certaine façon. Il faut se rappeler qu'elle a été nommée extrêmement tardivement, que la presse s'est fait l'écho que c'était un 2e choix et pas le premier choix du président. Qu'elle a composé son gouvernement à un moment où celui-ci ne pouvait plus s'exprimer, puisqu'on était dans la période dite de réserve avant les élections législatives. Pas évident d'exister là-dedans, et sachant que à l'Élysée, on avait un président qui à l'époque avait tous les pouvoirs, est-ce qu'il en a encore aujourd'hui? Oui, mais peut-être plus autant, et qui décidait de tout, y compris du tempo de la campagne, y compris des messages de la campagne, y compris des adversaires à désigner. Donc exister jusqu'au 19 juin, ça n'était pas évident, et puis il faut rappeler qu'elle avait aussi une législative à gagner, ce qu'elle a fait, elle a remporté sa première tentative d'élection dans le Calvados, et donc il faut le saluer. Depuis, elle a vécu une semaine juste après, très compliquée aussi, puisque son avenir était en suspens, disait-on. La chef de la majorité qu'elle est, puisqu'elle est Premier ministre, avait perdu la majorité absolue. Elle ne bénéficiait plus que d'une majorité relative. Tout le monde s'interrogeait sur son futur, son avenir, y compris dans son propre camp. François Bayrou disait ben non, il faut plutôt un profil politique. Le président de la République lui-même, en parlant devant les Français, ne mentionnait pas son nom, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'existait plus. Donc aller exister politiquement avec ça. Et puis tout d'un coup, badaboum, voilà, en une soirée de samedi soir, la voilà confirmée dans la durée, dit le président. Enfin, c'est une promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent. Avec pour mission de composer un gouvernement et de mener la politique. Donc on n'est jamais que mercredi. En 3 jours, elle a reçu les chefs des différents groupes à l'Assemblée nationale. Elle regarde ce qu'elle peut faire pour son gouvernement et puis elle commence à délivrer des messages politiques. On va pas ça a démarré très lentement, ça n'était pas entièrement de sa faute et aujourd'hui il y a un côté rattrapage. C'est pas suffisant pour imprimer une marque, c'est pas suffisant pour fixer un cap. Il va falloir du temps, mais les Français vont en prendre à mon avis à découvrir Elisabeth Borne qui a les qualités que vous avez soulignées. C'est une femme travailleuse, oui, encore heureux, peut-on dire, qui a une bonne maîtrise de ses dossiers, ce qui n'est pas toujours donné à tous les politiques. C'est quelqu'un vraiment qui lit des dossiers de A à Z, et puis c'est quelqu'un qui est opiniâtre, c'est quelqu'un qui est tenace, et ça, ce sont des qualités qui, à mon avis, vont la servir. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est peut-être pas une grande politique avec un passé fait de négociations entre politiques, mais elle a fait des négociations avec les partenaires sociaux. Et puis, le fait qu'elle soit pas non plus un personnage politique de premier plan avec des ambitions assumées, peut aussi la servir parce que c'est peut-être plus facile de discuter ou de voter pour un texte présenté par un gouvernement dont la chef n'a pas une ambition dévorante en visant par exemple en 2027 l'Élysée. Oui, et puis une forme de neutralité qui peut être en tout cas perçue comme telle et qui peut lui permettre d'aller chercher des soutiens à gauche ou à droite. Est-ce qu'elle doit se soumettre à un vote de confiance? On va déjà lui donner la parole à elle, la Première ministre. On écoute Elisabeth Borne. Je consulte les différents groupes parlementaires. Ces consultations, elles sont en cours. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse. Je ne vais pas faire tous les développements sur le sens de le faire ou de ne pas le faire, mais donc je prendrai ma décision à l'issue des consultations. Et voilà. Il n'y a pas de décision de prise, donc voilà, c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse.
Voilà, pas de décision de prise. Quentin Calmet, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau pour nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui a jeté le trouble sur ce thème. C'est la publication au journal officiel du décret de convocation du Parlement en juillet. Exactement, c'est un passage obligé lorsque l'été arrive. Le président de la République qui convoque les députés et les sénateurs pour siéger. Il donne au passage le programme des textes qui seront examinés. On voit les textes donc sur le pouvoir d'achat, c'est attendu, la crise sanitaire et également le projet de loi de finances rectificative, c'est habituel à ce moment-là de l'année. Et avant tout cela, vous voyez en haut de la page, on lit également qu'une déclaration du gouvernement est bien prévue devant l'Assemblée nationale, sauf qu'il n'y a aucune mention d'un vote de confiance, ce qui a fait dire aux observateurs que l'exécutif comptait s'en passer. Faux, rétorque le gouvernement. Écoutez Olivier Grégoire ce matin. Il n'est pas spécifié dans le décret qu'il y aura vote de confiance. On n'a pas spécifié, il n'est pas écrit, il n'est pas fait mention de l'article dit 49 qui stipule qu'il y aurait un vote de confiance. Mais je veux être très clair ce matin. Ça n'est pas parce que ça n'est pas inscrit dans le décret que la Première ministre ne pourrait pas le faire. Aucune porte n'est fermée et au moment où je vous parle, ce vote de confiance est tout à fait possible. Elle n'a pas pris cette décision et c'est à elle de la prendre. Alors Elisabeth Borne qui attend en fait la fin des rencontres avec les différents leaders politiques à Matignon pour se décider. Au Sénat, le LR Roger Carucci croit savoir quelle pourrait choisir la position la plus risquée. Écoutez l'ancien ministre des Relations avec le Parlement sous Nicolas Sarkozy. Apparemment, il y aura un vote. Ce qui, je pense, est lié aux consultations. On a vu que tous les groupes d'opposition demandaient est-ce qu'il y a un vote, est-ce que... Bon... Donc, est-ce que finalement, ils se disent pas, prenons le risque d'avoir un vote en se disant peut-être que certains députés, en tout cas d'abord, dès l'abord de cette déclaration, ne voudront pas ruiner l'institution en votant non d'office. Ce sénateur qui explique que ce sont bien les LR qui détiendront la clé du scrutin, car la NUP et le groupe RN vont s'abstenir. Eh bien, la simple abstention du groupe LR pourrait suffire à Elisabeth Borne. Écoutez la suite. Le groupe doit être assez partagé. Certains doivent dire non, on dit non d'office. D'autres doivent dire attendons au moins de savoir ce qu'il y a dans le texte de déclaration de politique générale pour décider du vote. Mais je ne sais pas, je n'ai pas à décider à la place de nos collègues députés. Ils vont de toute façon se réunir mardi matin, c'est-à-dire avant la déclaration. C'est peut-être qu'attend Madame Borne, qui va attendre la fumée blanche du groupe LR à l'Assemblée nationale mardi matin. Voilà, suspense, mais l'enjeu est grand. On le rappelle que si Elisabeth Borne décide donc de se soumettre à un vote, mais qu'elle n'a pas la majorité, eh bien, elle devra quitter Matignon. Oui, effectivement, la NUP et le groupe RN qui vont voter contre. Voilà. C'est évidemment un petit lapsus. Merci beaucoup, Quentin. Joséphine Staron, la Première ministre peut-elle gouverner longtemps, je ne parle pas forcément seulement du 5 juillet, mais gouverner longtemps sans se soumettre à ce vote de confiance à un moment ou à un autre? En fait, le problème que ça soulève, c'est la question de la légitimité d'Elisabeth Borne, mais c'est pas forcément sa légitimité à elle qui est en question. À travers elle, c'est celle du président Emmanuel Macron et de son élection que beaucoup, notamment les deux oppositions, jugent comme n'étant pas une élection d'adhésion, mais de rejet des deux extrêmes. Et ça se voit bien aujourd'hui avec la composition de l'Assemblée. Donc Elisabeth Borne, elle est prise dans cette question de la légitimité de l'exécutif finalement. Donc, est-ce qu'elle peut gouverner longtemps sans s'y soumettre ? C'est difficile parce que dès le lendemain des élections législatives du second tour, les oppositions ont appelé à ce vote de confiance, en sachant très bien qu'ils voudraient voter contre et qu'ils voudraient donc renverser le gouvernement, et chacun se voit Premier ministre à la place de la Première ministre actuelle. Donc, elle peut difficilement y échapper, mais là où peut-être que le sénateur Carucci a raison, c'est que... ça arrivera finalement 2, 3, 4 semaines après les élections législatives, dans un climat peut-être un petit peu plus calme qu'au lendemain, ce qui permettrait effectivement à certains députés de se dire que leur responsabilité est de confirmer ce gouvernement, en tout cas pour un temps défini, sachant que rien ne sera définitif. Laure Salvin, est-ce que vous avez testé cette question du vote de confiance auprès de l'opinion, auprès des Français, ou est-ce que ça passe un peu... loin des radars, on va dire?
Alors, on l'a pas testé, mais j'ai quand même regardé si nos confrères l'avaient testé. Et figurez-vous qu'ils viennent de le tester. Elab, nos confrères Elab viennent de le tester. 7 Français sur 10 souhaiteraient ce vote de confiance. Alors, il faut évidemment expliquer aux Français à quoi sert ce vote de confiance aussi, parce que si on parle juste de vote de confiance comme ça, c'est pas évident. Je pense surtout que s'il n'avait pas lieu, les Français seraient très en colère. Il n'y a pas effectivement d'enjeu majeur pour ce vote de confiance. Le sénateur l'expliquait. Il suffit qu'il y ait des abstentionnistes et finalement elle aurait son vote de confiance. En revanche, si elle ne le faisait pas, si elle ne le proposait pas ou si elle ne le souhaitait pas, là ça serait un signe vraiment très négatif à l'égard de l'opinion française. Alors même qu'ils ont souhaité qu'il y ait une diversité à l'Assemblée nationale, finalement, ça serait un premier signe de non, je ne considère pas cette diversité et je ne me mets pas en avant devant cette diversité. Et je crois par ailleurs que les différentes oppositions ont montré ces derniers jours aussi, en tout cas certains députés, qu'ils souhaitaient justement compter dans le jeu politique, pas seulement dans l'opposition de principe de base. Je crois que les Français justement souhaitent qu'on dépasse cette opposition de base, mais plutôt une opposition constructive, effectivement, qui est très attentiste, comme on l'a dit, sur Elisabeth Borne et son gouvernement. Ouais. Frédéric Pottier, on peut peut-être évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée. Elle vote pour le questeur des vice-présidences. Ça a été, il y a une sorte de jeu de billard à 3 bandes où tout le monde n'a pas voté comme on pouvait s'y attendre. C'est un peu ça ? Oui, alors il y a eu plusieurs étapes dans les questions politiques et les votes qui étaient extrêmement importants à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a eu l'élection au perchoir à la présidence de Yaël Braun-Pivet, ça c'était attendu. Elle a été élue dès le 2e tour de scrutin, alors qu'elle aurait pu l'être au 3e, parce que justement les députés à l'Assemblée nationale ont retiré leur candidat. Et donc ça c'est déjà un signe de responsabilité et de volonté d'apaisement du débat démocratique. Il y a eu 2 autres élections importantes, les vice-présidents et les questeurs. Alors, pour ceux qui nous regardent, les questeurs, c'est ceux qui font marcher l'Assemblée nationale. Ils décident des dépenses, ils décident aussi d'affecter des ressources. Donc, c'est important parce qu'il n'y a que 3 questeurs et souvent, il y en a 2 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Et donc là, il y a eu un deal politique et c'est Éric Ciotti des Républicains qui a obtenu ce poste extrêmement important de questeur. Et du côté politique entre qui et qui ? Entre la majorité et LR. Avec l'abstention probable du Rassemblement national, qui, lui, s'est rattrapé, entre guillemets, sur les postes de vice-président. Il y avait 6 postes de vice-président à pourvoir. La majorité présidentielle en a obtenu 2. La NUP en a obtenu 2 aussi. Et c'est le Rassemblement national qui a obtenu les 2 autres postes. Donc, est-ce qu'il y a eu une forme de Yalta parlementaire entre les différentes formations politiques ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça avec des renvois d'ascenseur ? Eh bien, le dernier round, ça va être probablement l'élection et le vote de confiance, peut-être le 5 juillet. Avec peut-être, Joséphine Staron, un poker menteur, parce que si elle prend le risque de demander la confiance, c'est effectivement en imaginant peut-être une abstention des LR, qui sait ? Rien n'est jamais dit, et d'ailleurs on l'a vu avec ces élections législatives, c'est la première fois dans le cadre du quinquennat qu'un président de la République n'obtient pas la majorité. Donc jusqu'à présent, on était nombreux à dire que le quinquennat ne favorisait pas ce type de législature. Finalement, c'était possible. Donc là aussi, tout est possible. La Première ministre prend un risque, même si ce risque sera calculé, même si forcément dans les entretiens qu'elle mène en ce moment avec les présidents de groupe, cette question est posée, cette question est négociée. Mais le risque est là, il existe toujours. Et donc, qu'est-ce qu'il se passerait si effectivement elle devait démissionner de son poste de Premier ministre, eh bien là, je pense que non seulement Emmanuel Macron serait embêté pour retrouver quelqu'un, mais les oppositions aussi. Parce que pour tomber d'accord sur une nouvelle personnalité avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, ce sera extrêmement compliqué et extrêmement long. Donc finalement, le choix de maintenir Elisabeth Borne serait peut-être le choix le plus prudent dans la tête de nombreux députés. Alors combien manque-t-il de députés ? C'est d'une certaine façon officiel depuis que les listes ont été publiées au journal officiel. 10 groupes politiques, dont 7 groupes d'opposition, et la majorité présidentielle affiche 250 députés. Donc on est à 39 voix de la majorité absolue. Donc il y a déjà eu, Mathieu, un certain nombre de entre guillemets, de débauchages, quoi. C'est pas forcément des débauchages, parce qu'il y a des députés qui sont pas forcément élus sous une étiquette politique, qui sont non inscrits. Ça arrive parfois dans les territoires d'outre-mer, ou qui sont toujours l'objet d'une grande convoitise de la part
avoir des groupes qui ont besoin de compléter leurs effectifs quand ils sont un peu peu nombreux. Mais voilà, il peut y avoir des non-inscrits qui restent non-inscrits, il y en a encore, d'autres qui rejoignent des petits groupes. Donc voilà, c'est ce qui a permis en fait à Emmanuel Macron de parler d'une trentaine de voix qui lui manquaient, ce qui est un chiffre qui avait surpris tout le monde, parce que sur le papier, il en manquait 43 au soir du 19 juin. Alors 39, c'est presque 40, mais on peut encore parler d'une trentaine. C'est pas facile à trouver quand même. 39 voix, faut aller les chercher. Alors il y aura sans doute, c'est ce qui a été en tout cas expliqué par Elisabeth Borne et par Emmanuel Macron. Ça sera texte par texte, puisque c'est difficile de trouver un partenaire de coalition comme ça se fait ailleurs à l'étranger. Donc ça sera texte par texte. C'est pas infaisable. Il y aura sans doute moins de lois, mais ça va être plus compliqué et ça force d'une façon à une forme. La version heureuse, c'est que ça force à une forme de compromis démocratique et compromis républicain, comme ça peut se passer ailleurs. La version négative, c'est si c'est juste du débauchage et des accointances entre tel ou tel pour faire passer une loi. Oui, et puis il y a un autre élément. Ça peut être un peu des deux aussi. Puis il y a un autre élément. On avait un débat sur ce thème hier dans cette émission sur justement la culture du compromis et de la coalition chez nos voisins européens. Il y a un autre risque qui est le risque du plus petit dénominateur commun et de se retrouver finalement avec des textes un peu, on va dire, faiblards en termes d'ambition politique et d'ambition de réforme. Je vous propose d'écouter, on va parler effectivement de ces majorités au cas par cas, texte par texte. Je vous propose d'écouter sur ce thème le ministre Clément Beaune. Nous sommes la force centrale. Notre ADN politique, c'est le rassemblement et le dépassement. C'est pas des mots qui sont des slogans. On a les cas pratiques aujourd'hui. Donc on va devoir discuter pour trouver une majorité avec des gens responsables, soucieux des finances publiques, soucieux de justice sociale. Moi, je souhaite qu'on puisse le faire avec des socialistes ou des écologistes constructifs, comme avec des gens. Ce que j'entends ce matin, c'est que en même temps, ça... Joséphine Staron, c'est intéressant parce qu'on est dans la feuille de route donnée par le président de la République à Elisabeth Borne, c'est-à-dire, alors il n'a pas cité le Parti communiste, mais du Parti communiste au LR. Voilà le champ politique dans lequel les alliances sont possibles, selon le président de la République. C'est ce qu'allait dire la journaliste avant d'être coupée, c'est le fameux en même temps. Moi aussi, ça me fait tout de suite penser à ça. Mais il n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, il doit composer. Alors, c'est difficile pour lui d'imaginer aller chercher des soutiens du côté d'LFI ou du RN, parce que les positions sont radicalement différentes et opposées sur un certain nombre de sujets, mais en revanche, avec d'autres, notamment du Parti socialiste ou des LR, il peut trouver certains compromis sur certains textes. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que dans ce nouveau gouvernement de coalition, de compromis qu'on connaît bien en Europe, qu'on connaît moins bien en France, est-ce qu'on arrivera à des réformes d'envergure? Toute la campagne présidentielle a été question de ces grandes réformes à mener pour sauver le pays, pour transformer le pays. Bien aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que réussir à mettre tout le monde d'accord, ou en tout cas une vraie majorité d'accord sur des textes importants de vraies transformations, c'est le challenge aujourd'hui et on va le voir dès cet été avec le projet sur le pouvoir d'achat. Alors il y a une double analyse du résultat du 19 juin. Il y a ceux qui disent la France est fracturée, c'est la démonstration que la France est fracturée. Et ceux qui disent, finalement, il y a une sorte d'intelligence collective des Français qui veulent que les partis politiques s'entendent. Vous êtes dans quel camp, entre guillemets? Je mets des guillemets à ça. Moi, je ne parlerai pas forcément de fracture, je parlerai de diversité. En fait, la France est diverse et l'image de l'Assemblée nationale aujourd'hui, finalement, elle est à l'image aussi de l'état d'esprit des Français. C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs forces politiques et on voit bien, en fait, depuis plusieurs années, les Français nous demandent, dans les études que nous pouvons faire, eux, ce qu'ils attendent, c'est justement de pouvoir composer et d'être un peu au cas par cas. Quand ils nous parlent aussi de leurs souhaits à l'égard des institutions, des services publics, ils parlent beaucoup de personnalisation. Vous savez, on veut des services personnalisés. Là, c'est un peu ça aussi. On veut pouvoir discuter au cas par cas, peut-être prendre des idées aussi à droite, parfois à l'extrême droite, parfois à l'extrême gauche. Je parlais tout à l'heure d'un sondage Elab. Ils ont également posé la question de savoir si les Français souhaitaient qu'il y ait des membres dans le gouvernement, dans le futur gouvernement, des membres du RN, des groupes Écologie Les Verts et des Républicains. Vous avez à peu près 50% des Français qui disent oui, ce serait bien qu'il y ait des représentants des écologistes et de LR en premier dans le nouveau gouvernement. Mais vous avez aussi 41% des Français qui nous disent ce serait bien aussi qu'il y ait des représentants du Rassemblement national. Donc vous voyez, je pense que je ne parlerai pas de fracture, mais je dirais de diversité. Effectivement, les choses sont en train de bouger aujourd'hui. Il n'y a pas de cristallisation très forte
en tout cas aussi forte qu'on a pu l'avoir par le passé, contre un camp ou contre un autre. Les Français sont persuadés qu'il y a des bonnes idées à prendre un peu à droite et à gauche. Mais Frédéric Pottier, est-ce que ce discours-là sur l'intelligence collective, le message que les Français ont envoyé aux partis politiques, c'est pas un peu la musique qu'Elisabeth Borne et ses ministres jouent pour inciter des députés à les rejoindre? Ah si, c'est la condition de survie de ce gouvernement, c'est de pouvoir faire passer des textes, par exemple, sur le pouvoir d'achat, mais il y a d'autres textes, je pense à l'immigration ou la sécurité, où on voit bien qu'on pourrait avoir un deal entre LR, Gérald Darmanin, d'autres membres du gouvernement pour pousser ce texte-là qui devrait passer, à mon avis, sans énormes difficultés, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Par contre, sur d'autres textes, on peut effectivement imaginer que le gouvernement va essayer de piocher comme ça et essayer sur l'écologie, le développement durable, d'essayer d'aller tirer à soi des majorités. N'empêche que les partis politiques, je ne parle plus des Français là, mais les partis politiques eux-mêmes, est-ce qu'ils ont si intérêt que ça à faire durer ce jeu de débauchage ou d'équilibre? Ça, c'est pas évident. Je pense qu'on peut avoir une première phase où on se regarde, on se jauge, mais peut-être que dans 6 mois, certains siffleront la fin de la récréation. Mais partons d'un mais c'est aussi à quel moment on négocie le contenu du texte. C'est ça le plus important, non? Parce que, et ça, c'est pas du tout dans notre culture politique. C'est-à-dire que si c'est Elisabeth Borne ou tel ministre qui arrive en disant voilà, ça c'est notre texte, et puis finalement décidez-vous, ça marchera pas. Alors on dit souvent que le Parlement c'est le cœur de la démocratie. Et bien là, on en a une illustration très concrète, c'est-à-dire qu'en commission, les députés vont vraiment débattre avec le gouvernement et vont vraiment pouvoir proposer des amendements pour modifier les textes, et ça va plus seulement se négocier dans les couloirs des ministères entre la majorité et les gouvernements et les ministres, et ça c'est plutôt une bonne chose. On va réapprendre ce qu'est un régime parlementaire. Ouais. J'ouvre un nouveau chapitre dans ce débat sur la stratégie du Rassemblement national. Mathieu, vous vouliez revenir sur cette polémique déclenchée par les propos du député Rassemblement national José González hier lors de son discours de doyen à l'Assemblée. Oui, parce qu'il aura suffi au fond de quelques larmes d'un papy d'extrême droite au perchoir pour contrarier la rentrée policée du Rassemblement national au Palais Bourbon. On résume, si vous voulez bien. Depuis son score inattendu dimanche 19 juin au soir, Marine Le Pen, selon ses mots, a opté pour une stratégie d'opposition républicaine ferme, responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions, mais toujours constructive. En gros, aux autres, le bruit et la fureur. Son objectif à elle, pour cette législature, c'est moins de s'opposer que de se respectabiliser, histoire de montrer aux Français que le RN est devenu un parti de gouvernement, n'en déplaise à Emmanuel Macron qui considère que ce n'est pas le cas, et que ses membres seraient prêts à prétendre aux plus hautes responsabilités. Alors sur la forme, le message a été passé à ses troupes de porter une cravate, vous avez vu, La culture paquet de nouilles et t-shirt de foot, non merci, dit Marine Le Pen, je vais laisser ça à Ruffin et autres zadistes de la LFI. Ce sont ses mots. Voilà. Dans les médias, sur les plateaux, les nouveaux députés Rassemblement national expliquent sans cesse qu'ils voteront tout ce qui va dans l'intérêt des Français et ne se prêteront pas au jeu stérile, selon eux, d'une motion de censure promise par notamment la France insoumise après la déclaration de politique générale, si jamais il n'y avait pas un vote de confiance. Hier encore, on en parlait, Sébastien Chenu a retiré dès le 2e tour sa candidature au perchoir en jugeant que c'était en gros inutile de faire durer un faux suspense. Bref, le RN jouait tranquillement la carte de la responsabilité quand soudain... qu'est-ce qui se passe? Ce député RN des Bouches-du-Rhône, José González, donc, qui était le doyen de l'Assemblée, c'est pour ça, au titre de doyen qui présidait la première séance, il se met à parler de l'Algérie française dans son discours. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement. Bon, alors là, on se dit, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est totalement déplacé, les propos nostalgiques d'un vieux monsieur de 79 ans, mais pas si sûr, parce que interrogé peu après dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée, il en a remis une couche. Écoutez. Des crimes en Algérie, dans l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'OS, ou presque pas.
Alors là, on se dit que ces larmes du papy paraissent bien moins émouvantes du coup, car l'OAS, on le rappelle, fut bien une organisation terroriste, politico-militaire, qui ensanglanta l'Algérie et la métropole à coups d'attentats et d'assassinats qui firent près de 2700 victimes. Et comme il semble avoir la mémoire qui flanche, José González, on va lui rappeler aussi que l'OAS a fourni un certain nombre de cadres au Front National au moment de sa création en 1972, dont le plus célèbre d'entre eux fut sans conteste Roger Hollindre, qui en fut longtemps vice-président de ce Front National-là. En gros, le Front National, devenu Rassemblement National entre-temps, a toujours été un refuge ou un foyer de nostalgique de l'Algérie française. Le week-end dernier, encore, il se réunissait à Perpignan, la ville de Louis Alliot, pour célébrer, entre autres, honorer la mémoire des putschistes d'Alger. Bref, vous l'aurez compris, faire peau neuve n'empêche pas d'avoir de vieilles racines et parfois toujours bien vivaces. Un rappel dont Marine Le Pen se serait évidemment bien passé. Ouais. Un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Il y a les Républicains et les centristes pour ça. C'est Jean-Marie Le Pen qui l'avait dit quelques mois après la défaite de sa fille à la présidentielle de 2017. Joséphine Staron, est-ce que vous diriez que c'est encore vrai aujourd'hui, cette phrase de Jean-Marie Le Pen ? Je ne pense pas que ce soit une question de gentil ou de méchant, si on pense qu'on en est encore là. Non, mais on voit bien l'idée derrière. Mais on comprend la radicalité, c'est-à-dire, on pourrait dire ça comme ça. Un Rassemblement national qui serait toujours très radical. Pour Jean-Marie Le Pen, c'est son ADN selon lui. Mais c'est pas du tout l'ADN de Marine Le Pen. En tout cas, ça ne l'est plus depuis un certain temps, depuis 2017. Et on l'a vu tout au long de la campagne présidentielle où elle a laissé finalement à Éric Zemmour toute la partie un peu radicale sur les questions de sécurité, les questions d'immigration, les questions identitaires, pour s'intéresser à la question du pouvoir d'achat, à l'économie et finalement aux préoccupations premières des Français. Donc là, elle a bien joué. Effectivement, quand on voit ce député RN qui fait son discours sur l'Algérie française, ça nous rappelle à tous l'ancien FN, l'ancien Front National, et bien évidemment qu'il reste encore cette génération qui a fondé ce Front National aux côtés de Jean-Marie Le Pen et qu'ils gardent leurs idées, leurs idéologies. Mais il y a aussi toute une nouvelle frange, toute une nouvelle génération au Rassemblement National sur laquelle mise Marine Le Pen. On pense à Jordan Bardella, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont députés à l'Assemblée nationale. Et forcément, c'est un tout nouveau visage que cette génération-là veut montrer. Vous l'avez dit, c'est un parti de gouvernement qu'ils veulent incarner aujourd'hui. Alors, le pourront-ils, le feront-ils, ça c'est une autre question, mais c'est la stratégie de Marine Le Pen. Ça l'était déjà au moment des présidentielles, ça l'est encore aujourd'hui. Et puis alors, Salvin, on peut dire que les derniers scrutins, que ce soit la présidentielle ou là, combien législative, infirme ce supposé Front National gentil qui n'intéresse personne. Absolument, je pense qu'il y a démonstration par les urnes, tout simplement. Démonstration par les urnes, et puis démonstration aussi dans l'opinion des Français qui expriment ces derniers temps, finalement, le sentiment que le Rassemblement national s'est désextrémisé, qu'ils sont de plus en plus d'accord aussi avec les positions du Front national sur un certain nombre du Rassemblement national sur un certain nombre de sujets, et finalement que le Rassemblement national représente moins un danger pour la démocratie. C'est une question que nous suivons depuis les années 80. Moins un danger pour la démocratie qu'avant. Vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 40% des Français qui considèrent que le Rassemblement national est un danger pour la démocratie. C'était 25 points de plus il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Donc vous voyez, il y a aussi un décalage entre ce que pense l'opinion, ce que incarne aujourd'hui Marine Le Pen et puis les différents dirigeants du Rassemblement national, et puis ce que pense évidemment Jean-Marie Le Pen, qui est dans ses clous, je dirais. Pas de surprise. Frédéric Pottier, le vote ou non de la motion de censure par le Rassemblement national, ce sera quand même un premier révélateur intéressant. Oui, alors la question d'abord, c'est qui la dépose, cette motion de censure. Parce que si Elisabeth Borne ne se soumet pas à cette motion ce vote de confiance, mardi, Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà indiqué qu'il y aurait une motion de censure, donc en fait un vote en retour. C'est ça. Et s'il y a ce vote en retour de sanctions, il est assez peu probable que les différents groupes politiques là se coalisent pour la voter, parce que la motion de censure, elle est quand même motivée. Il y a une expression qui justifie pourquoi elle doit être votée. Et donc je pense que les députés ni RN ni LR ne se prêteront à ce jeu-là, parce qu'ils y auraient finalement peu d'intérêt. Et ils plongeraient le régime dans une grave crise avec potentiellement des élections législatives à horizon rapproché, ce dont, à mon avis, ils n'ont pas intérêt. Ils ont plutôt intérêt à laisser le gouvernement
se casser les dents sur les prochaines échéances et éventuellement peut-être le faire chuter plus tard. Je voudrais qu'on parle de pouvoir d'achat maintenant, et je vais citer le sondage est là pour BFM TV dont vous parliez. 78% des Français disent que la priorité, c'est que majorité et opposition se mettent d'accord sur le pouvoir d'achat. Ça rejoint finalement le débat dont on parlait. Franchement, sur ce texte-là, si Elisabeth Borne ne trouve pas de majorité, ce sera très mal parti, Joséphine Staron. Ce sera mal parti. On voit mal les partis politiques prendre le risque d'aller contre cette demande très forte et cette urgence même vécue par les Français quotidiennement. Il y aura très vraisemblablement un projet de loi qui fera consensus. En revanche, ça n'empêche pas que pour l'instant, il est négocié puisqu'il y a des points soulevés qui sont divergents. C'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a rappelé qu'une des grandes différences entre les LR et la majorité, c'était la manière dont on envisage les dépenses publiques, par exemple, puisque le fameux « quoi qu'il en coûte » a souvent été reproché à Emmanuel Macron, à sa droite. Donc, il va falloir qu'Emmanuel Macron et avec Elisabeth Borne trouvent, on va dire, une solution à cette équation difficile entre injecter des milliards et des milliards pour favoriser le pouvoir d'achat des Français et en même temps faire des économies, ce qui pour l'instant n'est pas prévu parce qu'il n'y a pas de hausse d'impôts demandée par la majorité, ni de hausse de la dette publique. Donc on voit mal comment cette équation pourra être résolue, ou en tout cas il va falloir faire des compromis. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l'état des finances publiques. Ça, on les a entendus aujourd'hui ou hier, je crois, ce qui montre bien qu'il y aura peut-être une petite droitisation de ce plan pouvoir d'achat pour compenser les pertes. Alors justement, c'est intéressant sur ce thème d'écouter Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, bref, ministre du Budget. La main qu'on tend, c'est qu'on est prêt à regarder toutes les mesures qui permettent d'améliorer la protection des Français, leur pouvoir d'achat, mais qui ne constituent pas des augmentations d'impôts, parce que donner d'une main et reprendre de l'autre, ça n'a pas de sens pour nous, et qui ne dégradent pas et n'alourdissent pas la dette sur les années à venir, parce que c'est les impôts de demain. Si je devais résumer notre philosophie sur le pouvoir d'achat, puisque vous avez listé un certain nombre de mesures, ça fait peut-être un peu beaucoup pour ceux qui nous écoutent. On veut permettre aux Français de dépenser moins et de gagner plus. Frédéric Pottier, le message est à destination des LR. Oui, mais c'est pas gagné et c'est pas facile à faire parce qu'en économie et en finances publiques, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle. Donc ne pas augmenter les impôts, mais injecter du pouvoir d'achat, ça suppose ou bien qu'on fait du redéploiement, ça veut dire qu'on va tailler dans les dépenses publiques, sauf que là on a une augmentation des rémunérations des fonctionnaires qui est engagée. Ça suppose, sinon, eh bien, je ne sais pas vraiment, à vrai dire. Il n'y a pas 10 000 façons, en fait, de tenir cette équation-là. Et donc, je pense que du côté de Bercy, les ministres sont un peu sur le fil du rasoir entre ne pas alourdir la dette, ne pas augmenter les impôts et trouver quand même des leviers suffisants pour injecter de l'argent. Oui, ça donne cette interview un peu schizophrénique de Bruno Le Maire cette semaine, où d'un côté, il dit la dette, on est à un niveau critique, et de l'autre, il annonce quand même qu'on va continuer de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Quoi. On voit bien un ministre et la culture d'un ministre confronté au réel. Quoi. Et le faire à court terme, c'est ça qui est encore plus difficile. Ouais. D'ailleurs, dans les annonces du jour, il y a la question du chèque alimentaire. Olivia Grégoire l'a confirmé. Le gouvernement y réfléchit avec les oppositions. Il pourrait bénéficier à 9 millions de foyers, les plus modestes, 100 € par foyer, 50 € par enfant. Laure Salvin, dans cette phrase, c'est l'expression « avec les oppositions » qui est peut-être la plus importante. Oui, avec les oppositions, mais surtout ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que les Français aujourd'hui, ils sont de plus en plus soucieux de la dette qui a été créée, de ce quoi qu'il en coûte aussi. Vous pensez que c'est plus important dans l'esprit des Français que on a besoin de mesures de pouvoir d'achat pour s'en sortir Non, c'est pas plus important. C'est pas plus important, mais c'est quand même dans la tête des Français. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de créer de la dette publique, parce qu'il y a aussi ce souci pour les générations à venir de finalement comment on va rembourser et tout ça. Et puis je crois aussi que dans la tête des Français, ce qui est important, c'est qu'ils ont toujours le sentiment aussi qu'il y a finalement d'autres qui pourraient payer avant eux, que ce soit les entreprises, les grandes entreprises, ou alors les politiques, ou alors les plus comment dire, ceux qui profitent du système, les profiteurs. Vous voyez, donc c'est compliqué aussi dans l'opinion finalement de trouver une solution pour défendre ce pouvoir d'achat.
toujours le sentiment finalement qu'on peut prendre de l'argent ailleurs plutôt que dans les caisses de l'État directement, sachant que les caisses de l'État ne sont pas remplies. Oui, et puis on sort, on l'a dit suffisamment, de 2 années d'argent magique, donc forcément ça s'appelle une drogue dure. Mathieu, on va conclure avec vous. Ce thème quand même de la dette, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, il est totalement zappé des campagnes présidentielles et législatives. On n'a quasiment pas parlé. Et c'est assez rare, c'est assez rare. Et là, il revient petit à petit avec Bruno Le Maire qui dit attention, la cote d'alerte. D'une certaine façon, Valérie Pécresse en avait parlé un peu, mais c'était bien la seule parce que la campagne 2022 ne s'est pas faite sur les finances publiques. D'habitude, c'est un refrain très classique à droite. On fait toujours campagne sur les finances publiques en disant il faut bien gérer les dépenses publiques. Attention, la gauche est dépensière. Nous, on est des bons pères de famille. Et la dette, qui était un thème cher à François Bayrou aussi, on s'en souvient. Hein. Mais aujourd'hui, la dette, elle est devenue plus la dette écologique d'une certaine façon que la dette financière. Les gens se projettent plus sur le monde qu'on laisse à nos enfants que sur les comptes qu'on laisse à nos enfants. Mais dans la majorité, il y a des voix qui se font entendre. Hein. Souvenez-vous d'Édouard Philippe, l'ordre dans la rue et dans les comptes publics. Oui, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Pottier, La menace 732, livre publié aux éditions de l'Aube.